Bonjour et soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal à la une de l'actualité. Un atelier de restitution sur l'évaluation de l'impact lié au Covid-19 s'est tenu au Kempinski Palace Hotel. En nouvelles du monde concernant l'élection présidentielle aux États-Unis, à 1 jour moins 1, c'est ce que nous verrons en fin de journée. Bonjour à tous, nous entamons ce journal par la célébration de la Journée internationale et africaine de la jeunesse, placée sous le thème cette année autour de la paix, la solidarité et les valeurs positives de la jeunesse africaine. Eh bien, à cet effet, une soirée haute en couleurs s'est tenue hier samedi 1er novembre au Stade Gouled, auquel ont pris part les membres du gouvernement, dont le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport et le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. Toujours à cette occasion d'observation des droits de l'enfant de la région Océan Indien qui a vu le jour en 2004 sous l'égide de la COI en partenariat avec l'UNICEF et le PNUD, saisit cette occasion pour sensibiliser les États membres de l'Océan Indien, à l'instar de Madagascar et des Seychelles, à ratifier la Charte africaine de la jeunesse. En encourageant les Comores qui sont en voie de ratification, la Charte africaine de la jeunesse constitue en effet un guide majeur de promotion des jeunes du continent africain en définissant leurs droits, leurs devoirs, leurs libertés, en les responsabilisant en vue de leur développement et leur autonomisation, tout en restant en ligne avec la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement d'ici 2015. S'articulant autour de 4 axes stratégiques, notamment l'éducation, le bien-être, l'accès à l'emploi pour les jeunes et enfin l'engagement des jeunes dans l'arène politique, la Charte africaine des droits de l'homme s'avère nécessaire pour un meilleur avenir des jeunes africains d'aujourd'hui adultes de demain qui reste la frange de la population la plus vive et la plus importante du continent avec un taux de 40%. Et justement, saisissant cette occasion pour s'adresser à la jeunesse, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a fait une déclaration dans laquelle il est revenu sur la crise sanitaire liée au Covid-19. Djiboutienne, permettez-moi de partager avec vous l'enthousiasme et le plaisir qui m'empruntent en ce jour solennel dans le cadre de la célébration de la Journée nationale et africaine de la jeunesse, organisée le 1er novembre de chaque année. La célébration de cette année, en raison de la pandémie de la Covid-19, ne porte malheureusement pas les marques des années précédentes. Un thème dédié et des prix récompensant les plus méritants de notre jeunesse. Néanmoins, la Journée nationale africaine de la jeunesse permet chaque année de promouvoir sous diverses formes la reconnaissance des jeunes comme acteurs clés et fer de lance pour le changement social, la croissance économique et le développement durable dans tous les domaines de notre société. Aujourd'hui, nous savons avec beaucoup de recul qu'aucun pays au monde, ceux en voie de développement, comme les plus nantis, les plus puissants en termes de sciences, technologie, d'économie et se prévalant de structures adéquates, n'a pu se prémunir de la pandémie de la Covid-19. Il est donc important de veiller à ce que la jeunesse soit écoutée et prise en compte dans le déploiement des interventions sanitaires et non sanitaires en réponse à la Covid-19. Avec l'aide des Tout-Puissants, grâce à l'abnégation, l'engagement sans faille de nos professionnels de santé, toutes catégories confondues, totalement dévoué dans son ensemble à sa noble tâche et auquel je ne tarirai jamais d'éloge d'une part, la mobilisation de toutes les institutions étatiques, la société civile et l'implication de la jeunesse d'autre part, nous sommes parvenus à stabiliser la propagation de la pandémie.
nous avons pu offrir à tous les patients atteints par la COVID-19 les prises en charge les plus adéquates pour leur prompt rétablissement. J'admire et je me félicite de la plénitude, la sagesse et le courage de la population djiboutienne pour sa prise de conscience de la portée de cette pandémie et l'attention croissante prêtée à la pertinence de mes vibrants appels répétés au respect du confinement et des gestes barrières. Aujourd'hui, sachant vous tous que la COVID-19 n'est pas encore totalement vaincue, j'exhorte toujours et encore à la vigilance et au respect des gestes barrières. Second volet, le Premier ministre a rappelé les défis auxquels sont confrontés les jeunes aujourd'hui et les perspectives pour y remédier. Réécoutons ensemble le Premier ministre. Ce 1er novembre, journée nationale et africaine de la jeunesse, nous partageons avec la jeunesse africaine et la nôtre la joie, les aspirations pour un avenir meilleur, les vœux de réussite, l'espoir de promotion malgré tous les défis. Nos jeunes regardent l'avenir avec beaucoup d'enthousiasme et nous nous en réjouissons du rôle prépondérant qu'elle sera amenée à jouer dans l'avenir. Une place de choix que leur accorde le président de la République dans sa vision de Djibouti de demain. Portés par cette dynamique, nous avions organisé le dialogue national avec la jeunesse, recueilli leurs doléances, leurs propositions, leurs aspirations et les difficultés endogènes qui les handicapent. Nous avons beaucoup parlé d'une jeunesse citoyenne au service de la nation. Nous avons beaucoup travaillé à l'effort de l'intégration et de l'implication de la jeunesse dans le processus de développement en adéquation avec nos valeurs et spécificités. Nous avons mis en place toutes les garanties possibles pour offrir à nos jeunes l'opportunité d'initiatives créatrices de richesses et d'emplois. L'éducation, la réussite scolaire ne doivent pas être seulement un idéal de promesses de confort, un prestige personnel, mais surtout une fin pour contribuer au bien-être de la nation. Pour ce nouveau paradigme, dans la quête d'une jeunesse forte et cohérente au service de la nation, nous ne pouvons pas échapper à l'exigence d'une synergie d'action. L'ensemble de nos institutions doivent s'y mettre à la tâche. La transversalité du thème jeunesse oblige. J'ordonne donc à l'ensemble des responsables étatiques de s'investir dans cette noble tâche visant à faire de notre jeunesse une force motrice de notre développement et capable d'assurer la relève de demain. En cette journée internationale de la jeunesse, je voudrais appeler à une forte remobilisation des institutions pour se recentrer sur l'accélération des investissements dans la jeunesse par le biais de vos divers programmes. On ne peut concevoir l'avenir d'une nation avec une estime, grandeur et existence pérenne sans l'implication d'une jeunesse épanouie, engagée et cohérente. Enfin, je suis confiant que notre jeunesse bien encadrée sera en mesure d'être le fer de lance dans la construction d'une nation forte, harmonieuse et pleinement disposée à l'émergence de Djibouti de demain. Je vous remercie de votre aimable attention. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel de la prière d'Al-Asr. Nous y reviendrons dans quelques instants. Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. الله أكبر الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. C'était l'appel de la prière d'Al-Asr et nous enchaînons avec cet atelier de restitution des résultats sur une étude socio-économique portant sur la Covid et qui s'est tenue ce matin au Kempinski Palace Hotel sous le patronage du ministre de l'Économie et des Finances. Cette analyse de l'étude d'impact post-Covid a porté sur 3 volets, à savoir le volet sanitaire, social et économique, et doit prendre fin en mi-novembre et permettre de récolter des données indispensables à la mise en place du plan de relance. Eh bien, le rapport d'évaluation d'impact socio-économique analyse l'impact de la Covid selon les 7 chapitres, à savoir le pacte national solidaire, l'impact du domaine sanitaire de la Covid, l'impact du domaine économique. Il convient donc de rappeler qu'en avril 2020, le gouvernement avait prédit que les résultats de la croissance économique pour 2020 chuteraient et avait présenté 3 scénarios possibles, à savoir l'impact du Covid-19 sur la croissance réelle du PIB, qui devrait être plus prononcé que l'impact de la grande crise financière de 2007 à 2009, avec une croissance passant de 7,5% en 2019 et à moins 1% en 2020. Eh bien, on prit part à cet atelier la représentante résidente de PNUD et la coordinatrice du système des Nations Unies à Djibouti. The government of Djibouti for adopting certain. Je propose à présent de suivre l'intervention de Madame Barbara Menzi. C'est qu'il n'y a pas un endroit où on peut s'oublier et penser à la normalité. Et donc, la seule manière d'en sortir, c'est un travail commun. Je suis fière de dire une chose, ce travail de l'évaluation socio-économique dans d'autres pays a été fait par les Nations Unies d'un côté, par les gouvernements dans l'autre. Ici, ça n'a pas été le cas. On a essayé de mettre
toute notre connaissance ensemble. Certes, on peut améliorer. Certes, la fluidité de partage des données, d'informations, etc., a besoin de changer des paradigmes pour qu'on puisse vraiment devenir une famille qui pense au futur. Excellence, vous avez parlé d'une croissance de moins 1% ou 1%. Mais qu'est-ce que ça signifie, pas seulement maintenant, mais aussi dans un monde qui change? Le paradigme a changé, le monde qu'on connaissait avant le Covid n'est plus là. Qu'est-ce que ça signifie pour 2021, 2030, 2035, 2063? Qu'est-ce que ça signifie pour les générations futures? Et le secrétaire général des Affaires étrangères a remercié les partenaires pour leur contribution dans la lutte contre la Covid-19. J'ai apprécié le travail qui a été réalisé par les équipes du ministère des Finances, du PNUD, de la Banque mondiale, pour réaliser ce travail important de restitution sur l'évaluation des impacts socio-économiques du Covid. Et puisque vous le disiez tout à l'heure, Monsieur le Ministre, à propos de l'expert, Dr Peter Middlebrook, qui a fait cette brillante présentation, on sera ravis, nous, au ministère des Affaires étrangères, de le recevoir pour échanger avec lui sur la situation géopolitique dans la Corne de l'Afrique, le golfe d'Aden, le Moyen-Orient, pour également lui exposer un peu la vision de Djibouti. Et quant au ministre des Finances, il a rappelé les efforts déployés par la République de Djibouti pour contrer la propagation du Covid-19. Le sait, Djibouti a beaucoup fait dans cette crise. La réponse a été immédiate. On ne le répète pas assez. On ne le répétera pas assez. Dieu merci, il y a eu un mouvement national dirigé par le chef de l'État, son Excellence le Président de la République et l'ensemble du gouvernement. Mais ça a été également une réponse nationale collective. Il y a eu la solidarité qui a fonctionné merveilleusement et les ressources mobilisées pour faire face à la première vague, ou en tout cas dès le début de l'arrivée du premier cas, toutes ces ressources étaient nationales. Il faut le répéter. Le budget national a été mis à épreuve et pour la bonne cause. Les premières réponses ont été faites sur des ressources nationales. Et nous allons continuer à également vraiment reconnaître et remercier les partenaires que vous êtes pour la réponse rapide, que ce soit les partenaires bilatéraux et multilatéraux. Ça nous a permis de soulager un peu le stress sur le plan budgétaire, mais également sur le plan technique. Les conséquences, pour le moment, on dit c'est provisoire. Tous ces chiffres restent provisoires et on aura tendance à vous fournir des chiffres qui font un peu le yo-yo en fonction d'une conjoncture qui est très dynamique. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas qu'est-ce que demain sera fait. La seule chose que nous espérons, c'est de voir vraiment à éviter un deuxième reconfinement à Djibouti, chose qui n'est pas du tout tenable, qui ne sera pas tenable. Mais également de voir une situation qui soit un peu plus facile à vivre pour nos voisins, parce que le phénomène de cette crise, de ce virus, est que personne n'est à l'abri, quelle que soit sa capacité et sa puissance. Tout le monde va devoir vivre avec et donc rester prudent, à la seule différence que pour Djibouti, dans cette partie de la région et du monde, a une économie ouverte. Et donc ça suppose beaucoup plus de mobilité et donc peut être exposé si les régions et les voisins immédiats connaissent une situation sanitaire
qui s'aggrave et malheureusement quelques pays de la région sont en train de connaître une croissance des cas positifs. C'est pour cela que récemment, le gouvernement de Djibouti a décidé de fermer les frontières de l'intérieur. Parce que nous avons constaté des arrivées, des cas positifs assez importants. Une fois la présentation et le discours terminés, une série d'échanges s'est tenue entre le ministre Ilyas Moussa Dawalé et les principaux partenaires de Djibouti. Ces échanges ont porté sur la stratégie de riposte du gouvernement contre la pandémie. Les partenaires, encore une fois, de plus ont félicité le gouvernement de Djibouti. Le ministre des Finances, Ilyas Moussa Dawalé, a répondu aux séries de questions, des questions portées notamment sur les volets économiques, social, passant par le volet sanitaire. Ensemble, ces échanges ont convergé vers une étroite collaboration pour une meilleure riposte face au Covid-19. Dans le reste de l'actualité, le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport et le président de la Fédération djiboutienne de foot inaugurent le nouveau bus de l'équipe nationale de foot. Eh bien, les requins de Djibouti se déplaceront bientôt à bord d'un bus flambant neuf, dernière génération acquis par la Fédération djiboutienne de football. La cérémonie d'inauguration a lieu ce matin en présence du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, la ministre de la promotion de la femme, Moumina Ahmed, la présidente du comité national olympique, Aïcha Ali Garad, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Adan, ainsi que le président de la fédération de foot, Suleiman Hassan Wabari, l'artisan de ce projet d'envergure. Notons également la présence remarquable de l'ancien président de la fédération et actuel président d'honneur de la fédération de foot djiboutienne, M. Hussein Fadoul, et du colonel Amina Mohamed. La cérémonie a été marquée par la présence des joueurs emblématiques de l'équipe nationale senior, la première, seconde et 3 divisions, ainsi que les gazelles de l'équipe nationale féminine escortée par les motards de la gendarmerie. Le nouveau bus a fait son entrée majestueuse au stade municipal et il a été accueilli sous les acclamations des membres de la grande famille du foot djiboutien. Et dans un mot prononcé à cette occasion, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a saisi cette occasion de remise de bus et s'est réjoui de l'acquisition de ce bus pour les requins djiboutiens. Il a donc rappelé que ce bus flambant neuf vient à point nommé pour permettre ainsi aux joueurs de l'équipe nationale de foot de pouvoir profiter pleinement de ce bus acquis. Ce bus a été l'une de réussite de la contribution de ce fonds pour permettre ainsi aux joueurs de se déplacer comme il se doit. Dans le reste de l'actualité, une cérémonie de remise de dons de matériel d'hygiène au profit des conseils des quartiers de la capitale s'est tenue hier à l'hôtel de ville de Djibouti. Octroyé par le gouvernement turc, ce don a été remis par l'adjoint de la maire, M. Othman Ahmed, par le coordinateur résident de l'agence de développement turc, la TICA. Cette cérémonie de remise de matériel constitue la phase finale du projet de partenariat entre la mairie et la TICA, initié par la maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awal Osman, en tant qu'acteur de premier plan dans la sensibilisation. La mairie de Djibouti compte à travers ces dispositifs renforcer ses activités de prévention et mettre en place les conditions nécessaires pour barricader les risques de propagation du virus au sein de la population citadine. Surtout dans la conjoncture où la pandémie de Covid-19, à ce propos, la société et les autorités compétentes que TICA a élaboré ce projet en partenariat la mairie de la ville de Djibouti. Nous espérons que tous les concernés resteront toujours sensibles à l'hygiène et la santé publique en souhaitant de vivre dans un Djibouti plus sain et plus prospère. Et je remercie en tête Madame le maire
et aux représentants des conseils de quartier pour leur soutien et leurs intérêts à ce projet. Et je vous remercie pour votre aimable attention. Et de son côté, l'adjoint du maire, Othman Ahmed Mohamed, a remercié la TICAD pour la réalisation de ce projet, soulignant que ce don témoigne de l'étroite relation d'amitié et de fraternité qui lie les deux pays. Honneur distingué que je préside aujourd'hui la cérémonie de remise des dons des stations de lavage de mains. Un don précieux dans ce contexte particulier marqué par une crise sanitaire sans précédent. Nous avons gagné la bataille tous ensemble contre le virus Covid-19. Mais la guerre sanitaire n'est pas encore finie. Le virus circule et il est de notre devoir de prendre toutes précautions nécessaires pour prévenir et freiner la propagation du virus Covid-19. Ces dons témoignent du lien d'amitié et de fraternité entre les deux pays frères Djibouti et Turc. Je ne doute pas que les bénéficiaires veilleront à l'entretien des matériels et en prendre soin. Avant de clôturer, je tiens à remercier le représentant de l'ATICA pour son appui énorme à travers ses dons. Et de l'impassance qui domine l'élection donc présidentielle américaine aux États-Unis, c'est l'heure de vérité. Ce mardi 3 novembre, environ 248 500 citoyens américains sont appelés à désigner celui qui gouvernera les États-Unis pour les 4 prochaines années. Contrairement aux apparences, Donald Trump et Joe Biden ne sont pas les seuls en lice dans la course à la présidence des États-Unis. Ils sont en réalité plus d'une trentaine à se soumettre au vote populaire. Ils ne seront pas tous présents sur les bulletins des 51 États américains. Eh bien, le 3 novembre, on n'élira pas seulement le nouveau président des États-Unis, il procédera également au renouvellement des 2 chambres de Congrès et élira les gouverneurs des 11 des 51 États américains. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.